Dans la vidéo précédente, on a décortiqué la monture alt-azimutale. Simple, intuitive, mais limitée par la rotation de champ pour le ciel profond. Aujourd'hui, place à la star des astrophotographes, la monture équatoriale. Oh ouais, celle qui est toute de travers et qui a l'air bizarre. Mais alors, pourquoi ce truc bancal domine-t-il le marché de l'astrophoto? Pourquoi, malgré son look étrange et son prix élevé, est-elle encore massivement utilisée aujourd'hui? Ah oui, quand on y réfléchit, c'est lourd, c'est compliqué et c'est cher. Pourquoi on l'utilise toujours? Eh bien, je vous propose qu'on découvre ensemble son secret. Architecte de la lumière. Salut à tous et bienvenue sur Architecte de la Lumière. L'idée derrière la monture équatoriale est simple, mais il fallait y penser. Au lieu d'avoir un axe vertical et un horizontal comme l'alt-az, la monture équatoriale possède un axe principal incliné, appelé axe d'ascension droite. Le but du jeu, incliner cet axe pour qu'il soit parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Oula, attends, l'axe de rotation de la Terre, on ne le voit pas, hein. Il n'existe pas physiquement. Comment on fait? Excellente question, et c'est là qu'on va ruser. Dans l'hémisphère nord, on a une chance incroyable. Il y a une étoile qui semble quasi immobile au-dessus de nos têtes, l'étoile polaire. Pourquoi elle ne bouge pas? Parce qu'elle semble pile dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre de notre point de vue sur Terre. C'est notre point de repère parfait. Petite parenthèse, dans l'hémisphère sud, pas de polaire visible. Du coup, on utilise la constellation de la Croix du Sud pour se repérer. Je referme la parenthèse. Et on retourne dans notre coin de globe. Ouais, je sais, le globe n'a pas de coin, n'en déplaise à certains, mais on y retourne quand même. La mise en station. En gros, en visant cette étoile polaire, on va diriger l'axe d'ascension droite de la monture pour qu'il soit le plus parallèle possible à l'axe de rotation de la Terre. Cette opération, c'est la fameuse mise en station. Alors, c'est l'étape qui fait peur à tout le monde quand on débute, mais avec les outils modernes, le viseur polaire, les applications sur smartphone et encore mieux, les systèmes comme Nina ou Azière, ça prend 5 minutes chrono. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous en parle plus en détail, j'en ferai certainement une vidéo. Alors, on reprend notre nébuleuse du cœur. Mais cette fois, tout change. Puisqu'on a aligné l'axe de rotation de la monture avec celui de la Terre, la monture équatoriale n'a plus qu'à tourner sur un seul axe pour suivre la course de la nébuleuse dans le ciel. Un seul mouvement, lent, constant, à une vitesse appelée vitesse sidérale. Ce mouvement compense parfaitement et naturellement la rotation de la Terre. Alors évidemment, vous vous demandez comment je calcule cette vitesse. Ne vous inquiétez pas, elle est embarquée d'office dans toutes les montures motorisées, modernes et moins modernes. Il suffit de sélectionner le mode sidéral et hop, c'est parti. Pas de calcul à faire. Bon, assez parlé. Le résultat, ça donne quoi? J'ai donc cadré ma nébuleuse en début de soirée exactement de la même manière que lors du test que j'ai proposé avec la monture alt-azimut. Je lance le suivi et je patiente 4 heures. Les mêmes 4 heures que dans l'autre test. Avançons donc de 4 heures dans le temps et regardons de plus près. Allez, c'est flagrant, hein? Non mais regardez, la nébuleuse est toujours dans le même sens de cadrage. Et si je superpose le cadre final sur le cadre initial, on retrouve la nébuleuse positionnée exactement à l'identique, dans la même position par rapport au cadre. Donc il y a zéro rotation de champ. L'objet reste parfaitement au centre du cadre, ça c'est le suivi de l'objet, et le reste du ciel ne tourne pas dans le cadre. Vous pouvez poser 1 minute, 5 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures. Votre seule limite devient donc la précision de votre monture et votre résistance au froid et au manque de sommeil. Alors récapitulons en quelques points. Dans les avantages, ça annule complètement la rotation de champ. Ça permet donc des pauses très longues, plusieurs minutes, plusieurs heures, et c'est devenu indispensable pour le ciel profond, pour les galaxies, les nébuleuses, les amas d'étoiles, tous ces objets très diffus qu'on voit pas vraiment à l'œil nu. Elle est bizarrement aussi plus naturelle à l'usage une fois qu'on y est habitué. Alors, elle a quand même de sacrés inconvénients. Elle nécessite une mise en station obligatoire et précise. Même si elle est rapide avec les outils modernes dont on dispose aujourd'hui, ça reste un exercice qui peut être assez vite exaspérant. Elle est également plus lourde. Il y a beaucoup d'engrenages là-dedans, il y a des corps plutôt solides pour tenir tout, et c'est lourd. Et en plus, comme c'est en porte-à-faux, il faut absolument que ce soit correctement équilibré. Et donc il faut le tenir solidement. Elle est logiquement aussi plus chère, parce qu'il y a beaucoup plus de matériel, de technologie, et donc le prix est beaucoup plus élevé. Voilà, nous avons fait le tour des avantages et des inconvénients de cette monture à l'aspect si étrange, mais finalement tellement efficace.
Mais maintenant, la question, entre l'Alt-Az et l'Équatorial, laquelle choisir? Pour quel usage? Pour quel budget? Pour ça, il faudra patienter et attendre la prochaine vidéo où on va comparer les deux, parler budget un peu, et surtout vous aider à faire le bon choix selon vos besoins. Alors, restez à l'affût, elle devrait être bientôt disponible. Et pour ne pas la rater, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche. Et surtout, n'oubliez pas, soyez architecte de votre lumière, du premier plan jusqu'aux confins du cosmos. À très vite!